Merci Anne pour cette présentation. Merci de m'avoir invité à vous présenter cet ouvrage. Donc, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, c'est un grand honneur de vous présenter aujourd'hui la grande grammaire du français, projet collectif que j'ai eu la chance de diriger avec Daniel Godard. Je vous présenterai tout d'abord le projet scientifique, puis les enjeux pour l'enseignement et, si le temps le permet, les enjeux politiques. Pourquoi une nouvelle grammaire du français? Depuis les messieurs de Port-Royal jusqu'à Maurice Crevis, André Gauss et Marc Villemet, en passant par la Somme de Damoret et Pichon pendant l'entre-deux-guerres, les grammaires savantes ne manquent pas. Il s'agissait pour nous de faire le point sur le français d'aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire de réunir les travaux dispersés sur la langue contemporaine et les connaissances accumulées par les linguistes. Car le CNRS, il y a près de 20 ans, avait constaté une lacune, des grammaires en plusieurs volumes réunissant des équipes d'universitaires paraissaient au début de ce siècle pour différentes langues européennes comme l'italien, l'espagnol, le roumain, mais le français manquait à l'appel, d'où cette commande. Et avec Daniel Godard et Annie Delavaux, qui étaient aussi à l'origine du projet, nous avons constitué un cahier des charges et réuni une équipe internationale de 59 linguistes, spécialistes de différents domaines, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, la sociolinguistique, la philosophie du langage. Il s'agissait de dresser un état des lieux du français contemporain, écrit et parlé, en France et hors de France, puisque la majorité des francophones vit aujourd'hui en dehors de l'Hexagone. Ce n'est pas un dictionnaire, la matière n'est pas organisée par ordre alphabétique, mais en 20 chapitres. Tout d'abord, une introduction présente le projet, les corpus utilisés et le cadre général. 14 chapitres sont consacrés aux différentes catégories, noms, adjectifs, prépositions, aux constructions syntaxiques, subordonnées relatives, subordonnées circonstancielles, coordination et à l'ordre des mots. 4 chapitres sont consacrés à des notions plus sémantiques comme la détermination et la quantification, la négation, le temps, le mode, l'aspect, et aux relations des énoncés avec le contexte. Enfin, un chapitre traite de la forme sonore des énoncés, liaison, élision, intonation, et le dernier chapitre de la ponctuation et des écritures numériques. Ce n'est pas non plus une encyclopédie, au sens où l'on juxtaposerait plusieurs points de vue et plusieurs théories. Tout est rédigé dans un cadre terminologique unique, avec une grande unité de style et de méthode. Le cadre général est celui d'une grammaire de constituants, avec une catégorie syntaxique associée à chacun des mots qui leur permet de se combiner en groupes plus larges, eux-mêmes mis en relation par des fonctions grammaticales. Ainsi, un syntagme adjectival construit à partir d'un adjectif peut être épithète d'un nom, un élève très content, ou attribut, il est fier de lui. Mais nous accordons aussi une grande place aux aspects lexicaux avec des listes très complètes de mots grammaticaux et aux questions d'interprétation et donc d'insertion des énoncés dans le contexte. C'est un ouvrage scientifique. Observer l'usage n'est pas évident, il ne suffit pas de noter telle ou telle phrase entendue à la volée. C'est le métier des linguistes de savoir si tel mot ou telle construction est rare ou fréquent, ancien ou nouveau. Et c'est un travail scientifique où il s'agit d'identifier des emplois et de les quantifier. Si vous cherchez des adjectifs épithètes, ce n'est pas évident, même avec Google, si vous cherchez non pas quand il faut accorder le participe passé, mais quand effectivement il est accordé, ce n'est pas évident non plus. Nous avons eu la chance de pouvoir nous appuyer sur de grandes bases de données constituées par des linguistes et des informaticiens au XXe siècle et au XXIe, et ces bases de données sont annotées, donc nous pouvons chercher directement des constructions comme les adjectifs épithètes ou les subordonnées relatives. Alors, quelles étaient nos sources? Nous nous distinguons d'une certaine tradition grammaticale depuis Becherel et Littré qui vise essentiellement la langue écrite des bons auteurs et qui se limite souvent à la France ou à l'Europe. Nous voulons décrire et expliquer non seulement la langue littéraire, mais aussi, comme le dit Françoise Gadet, le français ordinaire, ou ce que Blanche Marviniste, disparue trop tôt, appelait le français tout court, qu'elle opposait à la langue du dimanche. Notre ouvrage s'appuie sur 38 exemples, écrits et oraux,
postérieures à 1950. Certains sont simplement forgés pour illustrer une construction possible, non chien, ou impossible, chien non. Les exemples sourcés sont issus d'une quarantaine de grands corpus. Pour l'écrit, environ la moitié proviennent d'ouvrages de littérature et de sciences humaines, environ 500 auteurs différents. Pour la littérature, nous citons des écrivains français, mais aussi d'autres pays comme le Canada ou la Belgique, certains morts, beaucoup vivants. Nous citons des académiciens et des académiciennes, quelques prix Nobel de littérature, mais aussi des auteurs de romans policiers, de théâtre, de science-fiction, de bande dessinée, de poésie. Nous évitons les traductions, mais accueillons des auteurs bilingues ou de langue maternelle autres que le français, comme Joseph Kessel ou Romain Gary. Nous citons aussi des historiens, des philosophes, des médecins, des avocats, des hommes et des femmes politiques, par exemple le roi des Belges, qui nous permet d'illustrer l'abandon du mythe de majesté dans son discours de Noël. Beaucoup de ces exemples ont été collectés grâce à la base Frontex de Latif, un Nancy qui numérise toute la littérature française depuis la Renaissance et qui permet des recherches par catégorie grammaticale. Les autres exemples écrits proviennent de journaux, de textes de loi, de sites internet. Pour les SMS, qui sont des écrits privés, nous avons pu exploiter les bases collectées et anonymisées par les universités de Louvain et de Montpellier dans les années 2000, dans le cadre des campagnes données aux SMS pour la science. Les exemples oraux, quant à eux, transcrits pour la version papier, audibles dans l'édition en ligne, sont issus de radio et de télévision françaises et étrangères, mais aussi de chansons, de sketchs, de dialogues de films, et surtout des grands corpus de conversations et d'entretiens enregistrés et transcrits par des linguistes à Orléans, à Montréal, dès les années 60, jusqu'au corpus d'études du français contemporain ou du français parlé au Québec de l'Université de Sherbrooke. Alors, comment faire face à des données aussi hétérogènes? Ces exemples ne sont pas tous mis sur le même plan. Chacun est annoté selon plusieurs critères. La source, il en a une, mais aussi le jugement des locuteurs. Donc, acceptable, mon chien, inacceptable, ma chien. Douteux, ils se sont restés fidèles, plutôt qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes ou l'un à l'autre. Difficilement interprétable, comme il n'a pas 2 enfants, mais seulement 3, dans un monde où 2 serait supérieur à 3. Ou variable, avec le signe %, c'est-à-dire qui n'est pas accepté par tous les locuteurs. Par exemple, j'ai personne vu, qu'on entend plutôt en Suisse ou dans le Jura. Alors ces exemples variables sont très importants car le français, comme beaucoup d'autres langues, offre au moins 2 types de variations, sociales et régionales, ce que les linguistes appellent parfois registres et dialectes. Chacun a accès à plusieurs registres, vous n'êtes pas toujours en cravate ou en talons aiguilles, mais on n'a pas forcément accès à plusieurs variantes régionales. Cela dépend d'où vous venez et où vous avez vécu. Par exemple, chacun a accès à plusieurs formes pour désigner un véhicule personnel, automobile ou auto, un peu désuet, voiture, le plus courant, bagnole, familier, caisse, argotique. On parle de registres formels ou informels. Mais pour les constructions aussi, par exemple, le français est riche en formes interrogatives. Viens-tu? Est-ce que tu viens? Tu viens? Donc la première un peu désuète, la seconde assez courante, la dernière un peu plus familière. L'autre type de variation est régionale au Québec pour le véhicule, on va dire char, et pour la question tu viens-tu, avec cette particule tu invariable. Mais si vous n'êtes jamais allé au Québec, vous ne les connaissez pas. Et souvent, une variante régionale se retrouve en fait dans plusieurs endroits, par exemple 70 et 90 en Belgique et en Suisse, mais aussi au Congo ou au Rwanda. La construction au plus je lis, au plus je m'instruis, à côté de plus je lis, plus je m'instruis, courante en Belgique, s'entend aussi en Provence. La variation est souvent mieux acceptée pour les mots que pour les constructions, en tout cas mieux documentée. Certains parlent de niveau de langue ou de régionalisme pour les mots, alors que pour les constructions, les variantes sont souvent considérées comme des faux. C'est là qu'intervient un autre type de notation. Donc nous indiquons aussi des exemples jugés non standards, c'est-à-dire non conformes à la norme, avec un signe spécifique. Donc là, ce n'est pas le pourcentage, c'est le point d'exclamation initial. Par exemple, le livre que j'ai besoin, avec une subordonnée relative en que au lieu de don, ou le subjonctif avec après que. Pourquoi inclure de tels exemples? Parce qu'ils sont fréquents et qu'un étranger arrivant en France ou en Belgique risque de les entendre ou de les lire. Pour la relative en que, il s'agit d'un usage ancien, déjà noté par Tamouret et Pichon par exemple,
qui s'explique par la polyvalence du que dans le système des subordonnés. Après que je sois venu s'explique par analogie avec le subjonctif, avec avant que. Peut-être un jour, nous serons-ils plus stigmatisés comme car, qui a fini par remplacer pour ce que, qui était recommandé en français classique. Mais pour l'instant, il y a un prix à payer, ce sera mal vu dans une situation formelle, un entretien d'embauche, une copie, donc c'est important de le noter. Car notre but est aussi de contribuer à renouveler l'enseignement de la grammaire, jugée souvent rébarbative, en partie parce qu'elle est prisonnière d'une terminologie souvent obscure, de règles parfois désuètes et souvent déconnectées des usages ordinaires de la langue. Notre ouvrage offre en fait un double niveau de lecture, avec pour les spécialistes des passages en retrait, environ un tiers et un quart, de nombreuses bibliographies commentées, une liste de références bibliographiques assez fournie, mais nous visons aussi un public plus large. C'est pourquoi nous avons choisi ActuSud comme éditeur qui nous a beaucoup fait travailler pour rendre le texte plus accessible, ce qui explique aussi la durée du projet. Nous avons donc tout réécrit à partir de 2012 et ajouté des outils pédagogiques, des encadrés, récapitulatifs au début de chaque section, des centaines de tableaux, de figures, un glossaire, des fiches et des tables de correspondance avec les terminologies plus classiques. Le français a la réputation d'être une langue difficile, mais on confond souvent grammaire et orthographe. Si la grammaire est l'art de combiner des mots en phrases qui ont un sens et les phrases en discours cohérents, il y a une grammaire de l'oral parce qu'il y a des mots, des phrases et des discours à l'oral. Et d'une certaine façon, l'enfant connaît cette grammaire avant d'apprendre à lire et à écrire. Mais c'est un savoir inconscient qu'il s'agit donc de rendre explicite. Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. On dit mon chien et mon chien mon, le déterminant précède le nom, il s'accorde avec lui. Le possessif mon n'est plus un adjectif comme il est en latin, comme il est encore en italien. C'est une règle robuste. Mais qu'est-ce qu'un déterminant? Qu'est-ce qu'un nom? Un de nos objectifs est de stabiliser une terminologie souvent variable d'un ouvrage à l'autre. Certaines terminologies héritées des grammaires latines distinguent mal ce qui relève de la syntaxe et ce qui relève de la sémantique. Nous ne reprenons pas, par exemple, le terme substantif qui suggère que le mot désigne une substance, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'un nom comme chaleur désigne une propriété, un nom comme explosion, un événement. Nous utilisons néanmoins assez largement la terminologie traditionnelle, mais y ajoutons, autant que de besoin, des termes nouveaux comme celui de proforme, plus large que la catégorie pronom, ou de quantifieur pour des termes comme tous ou chaque, de topique pour rendre compte de la progression d'un discours ou de présupposition qui vient de la philosophie du langage. Et nous redéfinissons surtout de façon rigoureuse toutes ces notions grammaticales avec des critères robustes que chacun peut s'approprier. Et d'abord ce qu'est un mot. Par exemple, bien que est un mot, un subordonnant. Avant que n'est pas un mot, car on peut insérer un adverbe entre avant et que, avant justement que. Et l'adverbe, malgré son nom, ne modifie pas forcément un verbe. Il peut se combiner avec des catégories variées, comme un adjectif, plus fier, un nom, vraiment peur, un autre adverbe, trop vite. Sa spécificité étant de pouvoir apparaître entre auxiliaire et participe passé sans frontière prosodique, comme il a bien mangé. De même, le sujet n'est pas forcément celui qui agit. Beaucoup de verbes ne sont pas des verbes d'action. Donc, je est bien sujet dont j'ai reçu une lettre. Le sujet a en fait des formes dédiées, comme je, tu, on, déclenche l'accord du verbe, il se place plutôt avant lui, sauf dans des constructions particulières, comme les phrases interrogatives, les incises ou les subordonnés relatifs. Donc nous ne distinguons pas, comme certaines grammaires, sujet réel et sujet apparent dans une phrase telle qu'il est arrivé des paquets, il est bien sujet et des paquets compléments. Nous généralisons aussi la notion de complément. La plupart des dictionnaires et certaines grammaires distinguent une préposition avant suivie d'un nom, une conjonction avant que et un adverbe avant. Mais de la même façon qu'un même verbe peut avoir plusieurs types de compléments, il attend votre reconnaissance, il attend qu'on le reconnaisse, ou être sans complément, il attend. Nous considérons qu'une préposition comme avant peut avoir un complément nominal avant le jeu, un complément phrastique avant qu'on joue, ou être sans complément. Il est parti avant. Donc avant que est bien analysé comme deux mots, la préposition et le subordonnant que. Certaines notions méritent d'être clarifiées, comme la notion de phrase qui divise beaucoup les linguistes,
Donc certains parlent de période comme à l'époque classique et la plupart distinguent phrases pour énoncer les propositions en cas de coordination et de subordination. Nous définissons la phrase comme une unité syntaxique et sémantique qui permet de décrire une situation. Nous parlons de phrases subordonnées, de phrases coordonnées, car elles peuvent souvent avoir les mêmes formes. Qui vient peut ainsi être une phrase indépendante ou une subordonnée. Je me demande qui vient. Qu'il vienne peut être une phrase indépendante ou une subordonnée. Je voudrais qu'il vienne. Nous parlons de propositions pour le contenu, un contenu susceptible d'être vrai ou faux, comme en logique. C'est le contenu d'une phrase déclarative, mais pas celui d'une phrase interrogative ou à l'impératif. Nous élargissons aussi la notion de phrase pour inclure des énoncés construits autour d'un prédicat non verbal, s'il comporte un sujet comme tous en scène ou ce tableau, dans magnifique ce tableau. Enfin, les énoncés sont définis comme des formes associées à un acte de langage, et ce peut être une phrase indépendante ou une autre forme, comme bonjour ou merci. La segmentation en phrase n'est pas toujours aisée à l'oral, et la prise en compte de la forme sonore est importante. Dans un exemple tiré d'un corpus, comme je suis pas née dans la région de Toulouse, en fait je suis née au Portugal, la présence d'un mouvement mélodique montant à la fin de Toulouse indique une frontière de groupe intonatif. C'est pourquoi, en fait, dans cet exemple, est regroupé avec la seconde phrase et non avec la première. Et c'est pour ça aussi la version en ligne de notre ouvrage permet l'écoute des sons, ce qui en fait la première grammaire parlante. Certaines règles, il nous semble que certaines règles sont à revoir aussi pour l'enseignement. La prise en compte de l'oral conduit par exemple à une nouvelle analyse de la négation, puisque ne est en diminution depuis au moins le XIXe siècle. En phrase négative, il a quasiment disparu à l'oral au Québec. En région parisienne, en conversation, il est à peu près à 10-15% et pas davantage dans les SMS. Son omission est tellement courante qu'il est difficile de la considérer comme une faute et elle s'explique par l'évolution de la langue. En ancien français, ne suffisait à exprimer la négation puisqu'il accompagnait de mots comme pas, rien ou jamais, et maintenant ce sont eux qui sont devenus négatifs. Ils suffisent dans une phrase négative sans verbe, pas un chat, personne à l'horizon. Ne seul est le plus souvent explétif. Avant qu'il ne parte, je crains qu'il ne pleuve, je crains qu'il pleuve. Mis à part quelques emplois résiduels négatifs, je ne puis, je n'ose. Donc avec pas, quel est le rôle de ne marque ce sur quoi porte la négation. Marque qu'il s'agit, pour distinguer par exemple, il ne sait pas parler et il sait ne pas parler, ce qui signifie il sait se taire quand c'est nécessaire. Et marquer la négation est rarement nécessaire dans une phrase simple, puisque le plus souvent, la négation porte sur toute la phrase. Donc, mettre ne, c'est une règle pour l'écrit et pour l'écrit formel, mais pas forcément pour les échanges spontanés. Comment enseigner l'accord du participe passé? En début de phrase, la norme veut l'accord avec le sujet. Jaillit de la montagne, la source est pure. Mais les contre-exemples sont nombreux. Par exemple, une fois rentré à la maison, il faisait froid, c'est pas il qui est rentré à la maison. Ou nous citons un exemple de Julien Gracq, je m'assis en face d'elle, intimidée, et, donc ça c'est le jeu, et allongée et sur un divan bas, la langue voilée la laissait presque entièrement dans le monde. Et allongée, c'est pas la langue, c'est le personnage féminin. Comme l'écrit Bernard Combette, si la règle normative de l'accord avec le sujet n'est pas toujours respectée, c'est qu'elle est mal formulée. Le participe initial s'accorde en fait avec le topic du discours qui est l'entité saillante. Ce topic est souvent le sujet du verbe principal, mais ce n'est pas toujours le cas. Au temps composé, la règle traditionnelle qui distingue accord avec le sujet, avec être, et accord avec l'objet, avec avoir, comporte beaucoup d'exceptions. Le cas de Ange, j'en ai écrit, pas j'en ai écrites des lettres, celui des verbes réfléchis, elles se sont écrites, elles se sont écrites, des verbes impersonnels. Et la règle est relativement récente, formulée au XVIe et XVIIe siècle. Voltaire mettait par exemple à part le cas du sujet inversé, il recommandait les lettres qu'a écrit mon frère. On dit parfois qu'elle vient d'italien, mais en italien on l'entend. Et l'accord ne concerne que les pronoms personnels et pas les relatifs, les interrogatifs, etc. En français, contemporain, on ne l'entend plus. Et ce type d'accord est en voie de disparition. Comme l'écrit Paul Capot, le pluriel ne s'entend pas à l'oral, sauf liaison. Les participes qui ont un féminin audible sont très peu nombreux, dites, faites, prises, une trentaine tout au plus. Pour les verbes intransitifs qui se conjuguent avec être, l'accord ne s'entend qu'avec le verbe mourir.
Par conséquent, la forme au masculin singulier qui est la plus habituelle tend à se généraliser. Donc cette règle qui fait souffrir tant d'écoliers devient une question purement orthographique. Tout le monde se souvient de la règle, mais personne ne l'applique spontanément. Les tentatives de réforme depuis 1901 qui recommandaient de tolérer le non-accord avec avoir, recommandation reprise par le Conseil de la langue française en Belgique. Donc pour l'instant, pas eu gain de cause, et on se demande si ce temps scolaire ne serait pas mieux employé à enseigner l'accord du sujet du verbe, par exemple, qui est beaucoup plus général. Alors l'accord du verbe ou de l'auxiliaire se retrouve dans beaucoup de langues, mais ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il se fait en nombre et en personne, je vais, tu vas, mais seulement en nombre pour le sujet inversé, avec lequel le verbe reste volontiers à la troisième personne. Nous citons Simone de Beauvoir, une association que préside Michel Léris et moi-même, et non pas présidons. En cas de sujet complexe également, il n'y a pas une règle unique, comme le note Brendalaka et Yann Tasnowski, quand le sujet comporte un nombre de quantités. Le singulier et le pluriel sont possibles, une dizaine de personnes viendra ou viendront. Il y a peu d'accords obligatoires et on note ici plutôt des préférences. On a tendance à penser qu'en cas de coordination, le verbe est au pluriel. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est vrai le plus souvent avec et, Luc et Paul viendront. Mais pas si les deux termes coordonnés renvoient à la même personne. Un grand linguiste, un grand homme nous a dit. Et pas avec on. Du coup, Paul viendra ou Paul viendront. On a le choix entre le singulier et le pluriel. Comme en fait avec les autres conjonctions. Luc ainsi que Paul viendra, viendront. Je ne pense pas que Luc ni Paul viendra, viendront. Cela illustre bien la souplesse de la grammaire qui permet souvent plusieurs options. La langue n'est pas seulement un objet culturel et social, c'est aussi un objet mental que nous intériorisons dès l'enfance et elle offre la même plasticité que le cerveau humain. Quant à l'orthographe, c'est une convention qui a une histoire. Paul Valéry disait que c'était la partie cocasse de la langue. Elle a été régulièrement mise à jour à partir du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, mais plus rien jusqu'en 1990 et encore timidement. Notre ouvrage applique les rectifications 1990 comme d'autres grammaires, qui sont d'ailleurs enseignées en France et en Belgique depuis 2008, mais assez peu appliquées pour l'instant dans l'édition et dans la presse. Ce qui nous amène à des enjeux plus politiques. Et donc la dimension politique, nous n'en étions pas forcément conscientes au départ. Il nous semblait que d'écrire, expliquer les usages sans les juger, sans les critiquer, c'était faire notre travail de linguiste, de scientifique, observer et comprendre. Mais nous ne pouvons pas ignorer certains débats. Même si nous couvrons moins d'un siècle, 70 ans, donc depuis 1950, comment évolue le français? Est-ce qu'il se dégrade, comme le prétendent certains? Est-ce qu'on peut encore parler d'un seul français? Et à qui appartient le français? Donc, à rebours des discours déclinistes constants depuis Voltaire, notre ouvrage montre la vitalité du français. Le nombre de francophones ne cesse d'augmenter dans le monde. On n'a jamais autant écrit en français, songez aux milliards de mails et de SMS échangés chaque jour. Florence Polanyi et Antoine Gauthier consacrent d'ailleurs à ceci toute une section, au chapitre ponctuation. Ils traitent de leur écriture consonantique, qui rappelle celle des sigles, MDR, pour mort de rire, leur écriture phonétisante, plus cryptique, G pour jet, qui rappelle certains rébus, et ou l'insertion d'émoticônes en fin de message, un peu équivalent aux gestes faciaux de l'oral, qui manque à l'écrit, et qui remplace aussi souvent le point final, ressenti dans ces usages désormais comme un peu péremptoire, un pensée tout. Mais nous ne pointons pas seulement les innovations, nous pointons aussi des persistances qui ne surprendront pas les spécialistes d'histoire de la langue. Par exemple, le mot moult, qu'on croyait disparu, remplacé par beaucoup, j'ai beaucoup lu, j'ai moult lu, est toujours vivant avant le nom, après moult péripéties. L'accord de proximité ou de voisinage, vivant en français classique, par exemple chez Bossuet, le raisonnement et la volonté étroite, n'a pas disparu lui non plus, mais plutôt pour l'adjectif épithète. Dites-vous différentes villes et villages ou différentes villes et villages? L'accord au masculin est vraiment difficile, comme le notait déjà Provis. On ne le trouve pas dans les corpus. Si on fait une enquête avec les questionnaires en ligne, les réponses sont très claires, c'est le féminin qui l'emporte. Ça a été pour nous une découverte. Donc il y aurait comme en latin deux règles, l'accord au masculin pour l'attribut et l'accord de proximité pour l'épithète avant le nom. Les deux étant possibles pour masculin-féminin pour l'épithète après le nom. Des problèmes, des solutions importantes ou importantes.
À rebours des puristes également qui prétendent que la langue s'appauvrit, que la syntaxe se désagrège, nous ne stigmatisons pas les tours ou expressions d'origine étrangère. Par exemple, le français coexiste depuis des siècles avec bien d'autres langues dans les pays où il se parle, et nous mentionnons les influences des langues régionales, comme le franco-provençal qui explique J'ai sa vue, ou l'influence du gascon qui explique Dis-me-le au lieu de Dis-le-moi. Mais nous portons un regard critique sur certains discours normatifs formulés en général par des non-spécialistes quand ils ne correspondent plus aux usages actuels. Donc certaines de ces règles normatives devraient être prises pour des conseils de style, un peu comme des règles de politesse. Si l'on doit mettre nœud avec pas, si l'on doit appliquer la concordance des temps au subjonctif, alors nous sommes tous coupables. Qui dit, qui écrit aujourd'hui, je voulais que vous comprissiez. Le subjonctif imparfait, ou plus que parfait, ne s'emploie plus guère qu'au singulier. Par exemple, chez Amélie Nothomb, on me l'avait assez refusé pour que j'en connusse la valeur. Et plutôt à la troisième personne, comme chez Sylvie Germain, elle traversa le mur gris de cette ancienne fabrique, comme si elle était de brume, et disparaît. Nous expliquons quelle construction déclenche la concordance des temps dans la subordonnée, mais aussi qu'au subjonctif, le présent est le plus fréquent. Je voulais que vous compreniez. Doit-on employer le futur simple au lieu du futur en aller? Ce dernier, je vais aller en Grèce, était déjà signalé par Vogel, il s'étend depuis 1960 jusqu'à devenir plus fréquent que le futur simple, j'irai en Grèce. Mais comme le montre Karl Peters, les deux formes ne sont pas équivalentes. Je me marierai n'a pas le même sens que je vais me marier, car dans le second cas est inclus la phase préparatoire. Doit-on inverser le sujet dans les questions? Selon l'Académie française, cette règle ne souffre aucune exception. Pourtant, Marguerite Yourcenar écrivait dans les mémoires d'Adrien: et qu'est-ce qu'il avait ce matin, ce chien du curé, à lui dire qu'elle ressusciterait le poing fermé? Aurait-elle dû écrire qu'avait ce chien du curé? Et comment demander est-ce que je sors le chien, est-ce que je prends du pain, sors, je prends? Dans bien des cas, cette inversion critique, qui n'est pas exactement la même chose que l'inversion du sujet, n'est pas possible. Et pourquoi exclure tu viens, plus fréquent que viens-tu? Et seul possible pour une question de confirmation. Tu viens, est-ce paresseux de ne pas inverser? En fait, dans ce cas, on doit monter la voix, donc il y a un effort articulatoire. Mais la phrase de Marguerite Yourcenar comportait une autre faute selon les puristes, en utilisant une dislocation. Ça fait longtemps qu'on dit moi je à côté de je et nous à côté de nous, même si ces formes sont plus complexes à l'oral. En effet, ils sont fous ces romans, c'était qu'Ossini n'a pas du tout le même effet que ces romans sont fous. La dislocation permet l'expressivité en étant en premier la qualité ou le défaut, et suit une tendance plus générale à ce que le sujet soit pronominal à l'oral, surtout s'il y a un complément. Donc il convient de se méfier des règles normatives, souvent désuètes, qui peuvent en fait être néfastes car elles empêchent de voir le fonctionnement vivant de la langue. Elles sont à distinguer des vraies erreurs de langue que peuvent faire les enfants ou ceux qui apprennent le français comme une langue étrangère. Alors, le ou les Français, face à la grande diversité des usages, on peut se demander s'il s'agit toujours de la même langue. Nous n'avons pas d'a priori au départ, et je crois que nous concluons que les mêmes catégories grammaticales, les mêmes fonctions syntaxiques, les mêmes structures, bref, la même grammaire, permettent de rendre compte du grand système de la langue et de ses variations. Prenons l'exemple des expressions verbales figées qui semblent a priori très liées au contexte national et culturel. Béatrice Lameroy et son équipe ont montré que 80% des expressions étaient communes entre la France, la Belgique, la Suisse et le Québec, et que les autres étaient très proches, souvent sur le même moule. Ça va pas la tête, devenant ça va pas le chalet en Suisse, où on n'est pas sorti de l'auberge, devenant on n'est pas sorti du bois au Québec. Enfin, il y a un enjeu démocratique, car il s'agit de permettre à chacun de se réapproprier sa langue. Qui fixe les règles? Des gouvernements, des médias qui prétendent imposer ou interdire, ou bien tous ceux qui la parlent et qui l'écrivent. L'écart se creuse en effet entre le français fantasmé des puristes et la variété des usages ordinaires, d'où un sentiment d'insécurité linguistique quand on vous dit ça n'existe pas, ce n'est pas du français. Mais une langue purement écrite, réduite aux auteurs classiques, serait une langue morte comme le latin. Le français n'est plus la langue de Molière, c'est la langue de chacun, chacune d'entre nous, et c'est heureux.